Bonjour cher Emmanuel et bonjour à toutes, bonjour à tous. J'aime les hydravions, confie Miyazaki. Bien que je fasse des films pour enfants, ce film-là a été réalisé parce que je voulais exprimer mon amour pour ces avions. Alors, en route et bon vol. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Porco Rosso, le film compte une histoire de porc, un porc vaillant surnommé le porc rouge, qui se bat contre les pirates du ciel, pour son honneur, pour sa madone d'adoration et pour ses biens. La scène se passe dans les mers méditerranéennes à l'époque où l'hydravion gouverne les eaux de mer. Et au début du film, Porco Rosso est tranquille, sur son transat, au bord de l'eau, à écouter le temps des cerises, quand soudain, le téléphone sonne. Ouais. Rosso, décollez immédiatement. La bande des Mama Ayuto, Armissa. Et Mama Ayuto. Je me dérange pas pour si peu. Ils vont attaquer un paquebot qui transporte une fortune en pièces d'or. Et c'est tout? Quoi? Ben non, ce n'est pas tout. Il y a à bord un groupe d'écolières en vacances. Alors c'est le tarif habituel plus une rallonge. Je sais, t'as besoin d'une révision complète. Bonjour Hervé Joubert-Laurencin. Bonjour. Bienvenue sur les chemins de la philosophie. Vous êtes professeur en études cinématographiques à l'Université de Paris-Nanterre. Vous avez consacré un ouvrage à 4 films de Miyazaki. Vous étiez venu parler d'ailleurs à ce même micro il n'y a pas si longtemps du voyage de Chihiro et de Totoro. Aujourd'hui, on parle de Porco Rosso. On vient d'entendre le début du film. Porco Rosso tient quelle place dans votre cœur d'admirateur de Miyazaki? C'est une sensation mélancolique. Parce que c'est le premier petit cahier que j'ai écrit pour les instituteurs, les cahiers de notes, qui était une très très belle chose en impression papier, qui n'existe plus aujourd'hui parce que le gouvernement a voulu qu'il n'y ait plus de papier, donc c'était sur Internet. Et puis c'était fait avec mon association préférée, les enfants de cinéma, une association d'éducation populaire. Puis le gouvernement veut la détruire en ce moment, donc pour moi c'est très mélancolique. Je suis un peu comme le personnage du cochon qui est un personnage mélancolique. Et là, ce qu'on vient d'entendre, c'est la voix de Jean Reno. C'est très particulier. Donc ça me ramène complètement dans les années 80. Parce que j'ai écrit ce petit cahier de notes. C'est vraiment le tout premier que j'ai écrit et qui ensuite a été l'un des 4 morceaux du livre dont vous parlez, qui a été aussi un livre qui a beaucoup marché, qui était un des premiers livres sur Miyazaki au fond, je crois. Hein. Enfin, c'est pas pour nous vanter, mais il n'y avait pas de livre sur Miyazaki en français. Et ça a été assez important. Or, c'était même pas un livre au départ, c'était vraiment des cahiers pour aider les instituteurs à travailler avec Miyazaki. Et en mettant 4 ensemble, on s'est aperçu que c'était pas seulement un objet pédagogique, c'était vraiment un livre. Voilà. Donc c'est un plaisir extrême. Et après, ça s'est continué. J'en ai fait plus de 12, je crois, des cahiers comme ça sur des films. Et pour moi, c'est une partie de mon travail qui est largement aussi important que la recherche, que des livres sur Pasolini, que des livres de Bazin, que des livres sur Bazin. Enfin, tout vous ça, êtes par ailleurs, spécialisé Pasolini et de Bazin. Vous avez fait un documentaire sur Bazin et publié les écrits complets de Bazin qui sont sortis il y a peu de temps. Oui, aujourd'hui, c'est très récent. Oui. Voilà, aujourd'hui, Miyazaki et Porco Rosso, c'est quand même un film particulier, qu'on connaisse Miyazaki ou non. En tout cas, ça se passe pas au Japon et le personnage principal a une tête de cochon. C'est quand même 2 éléments assez surprenants. Voilà. Alors, je sais pas si Jean Reno a une tête de cochon, ça je crois pas, mais il a une voix et une voix chaude, une voix qui marche extrêmement bien. C'est très rare au fond que les versions françaises, enfin les versions dans d'autres pays fonctionnent complètement. Là, c'est vraiment une réussite. C'est un casting de voix qui est très beau. Et je disais que ça me ramène aux années 80 parce que non seulement parce que j'ai écrit sur ce film et que les Français ne l'ont découvert qu'à un certain moment.
Et je crois que c'est le premier. Il me semble, dans mon souvenir, qu'on connaissait pas du tout Miyazaki. Moi, à l'époque, j'écrivais sur le cinéma d'animation et on allait au Festival d'Annecy pour voir les films, surtout de courts-métrages. Il y avait très très peu de longs-métrages. Aujourd'hui, il y en a quand même beaucoup plus. Le monde de l'animation a complètement changé de ce point de vue-là. Et on savait qu'au Japon, c'était une exception culturelle mondiale, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de longs-métrages. Et ça, c'est vraiment une exception historique. Et ceux de Miyazaki, on ne les connaissait pas, alors qu'ils avaient déjà une réputation énorme. Et bizarrement, Miyazaki est arrivé par celui-ci. Il est arrivé par Porco Rosso. Et au départ, moi, je crois me souvenir très bien que au Festival d'Annecy, j'ai même pas été le voir, quoi. Alors qu'il était présenté. Donc c'est début des années 90, 92, c'est dans les années 80. Voilà, au Japon et de 93 en France. Voilà. Et puis, donc je me dis que c'est les années 80 parce que Jean Reno, finalement, c'est la voix du Grand Bleu. C'est le Grand Bleu de Luc Besson. Et le Grand Bleu, c'est la couleur de Miyazaki. Parce que, au fond, on a compris avec Porco Rosso et ensuite on l'a redécouvert dans plein d'autres films que il y avait quand même quelque chose d'extrêmement simple et extrêmement essentiel, une espèce de ligne Miyazaki. C'est un avion qui fait une ligne blanche dans un ciel bien bleu sur une mer bien bleue. Et ça, on a beau tourner et retourner avec plein d'histoires qui se sont rajoutées, on revient toujours à ça. Et Le vent se lève, on a entendu tout à l'heure. Oui, parce que les deux films sont complémentaires. Le vent se lève répond beaucoup à Porco Rosso. Parce que Le vent se lève, on pense à Valérie quand on pense au vent se lève, mais c'est le titre aussi d'un film de Miyazaki. Titre du dernier film de Miyazaki. 20 ans après. Voilà. Et Porco Rosso, c'est comme une prémonition. Au fond, c'est une préfiguration. Et puis on s'aperçoit que au fond, c'était le sujet profond, quoi, puisque Miyazaki, son père et son oncle, je crois, travaillaient à fabriquer des avions, et notamment au moment de la guerre. Et donc, ça a complètement décidé de la vie de Miyazaki, au fond. Et moi, j'ai finalement trouvé un rapport en me disant que, après tout, construire des avions, c'était utiliser une règle à calcul, c'était faire des calculs très très précis pour faire voler quelque chose qui est plus lourd que l'air. Ça pourrait être une définition d'animation, du dessin animé. C'est ça. C'est-à-dire qu'on emploie du calcul tout le temps, on transforme les minutes plutôt les secondes en centimètres, et on fait des intervalles, et donc on ne cesse de calculer, de recalculer, de refaire des répétitions de dessin, etc. Et on fait du dessin qui n'est pas du dessin industriel, mais qui est quand même du dessin très très précis. Et puis à la fin, pour faire voler un objet, voilà, c'est ça un film d'animation. Pour faire un objet finalement inutile et très utile. Très utile à l'imagination, très utile au désir et inutile aux choses concrètes. Et d'une certaine manière, c'est la grande dialectique de la vie de Miyazaki. C'est-à-dire, est-ce que ça sert à quelque chose? Et surtout, un avion de chasse pendant la Seconde Guerre mondiale, est-ce que ça sert à faire la guerre et à tuer les gens? Est-ce que c'est des armes de destruction massive? Et c'est comme ça que Miyazaki dit qu'il a détesté son père et sa famille. Parce que Miyazaki, c'est quand même quelqu'un qui est né dans l'après-guerre. Donc cette génération, c'est vraiment la génération qui a connu ça et qui ont des pères fascistes, pour le dire comme ça. Et moi, j'ai fini par trouver une relation réelle avec mes autres intérêts. Pasolini a un père fasciste et Miyazaki a non pas un père fasciste spécialement, mais construisant des avions qui vont ensuite devenir des héros, qui vont tuer les gens en se suicidant. Donc c'est les kamikazes, donc c'est énorme. Kamikaze. Voilà. L'étymologie en japonais. Voilà. Kami, c'est le dieu. Voilà. Et Kaze, le vent. Et Kaze, c'est le vent. Donc c'est les dieux du vent, ce qui est quand même un paradoxe terrifiant, puisque c'est les gens qu'on a fanatisés à tel point dans un pays totalitaire, impérialiste, et on les a tellement fanatisés qu'ils ils se sont crus des dieux du vent, en fait en devenant des terroristes, c'est-à-dire des gens qui utilisent la masse des avions construits par les parents de Miyazaki, en les précipitant sur les bateaux ennemis. Voilà, et ça c'est la grande contradiction au fond fondamentale de la vie de Miyazaki, c'est que en fait il y a une beauté extraordinaire de voir voler un avion. Oui. Et là, on revient à l'invention de l'aviation. C'est ça, quoi. C'est-à-dire, à l'invention de l'aviation, tout le monde comprend que c'est magnifique de s'élever du sol pendant 1 mètre, 2 mètres, et tout ça, c'est très fascinant. Et ensuite, de faire des beaux avions, et Miyazaki raconte qu'il est comme beaucoup d'enfants. Moi, je me rappelle finalement que je dessinais des avions quand j'étais petit, ça m'est revenu un jour. Et c'est ce que raconte Miyazaki. C'est-à-dire qu'il y a ce plaisir à dessiner des avions et à la beauté de voir quelque chose dans le ciel, voir une trace dans le ciel, s'élever.
et que l'homme lourd sur terre finalement est capable de s'élever. Voilà. Et donc ça c'est merveilleux, c'est de l'élévation. Et puis il y a la chute, et la chute c'est qu'on construit du matériel pour tuer les autres. Voilà. Et ça vraiment, donc entre Le vent se lève et Porco Rosso, on a exactement ça, et on a la contradiction fondamentale de Miyazaki au fond. Cette trace dans le ciel et la beauté de cette traînée que l'avion laisse dans le ciel, on y reviendra parce qu'elle est très importante dans Porco Rosso. Elle est le lieu d'une transformation pour le personnage principal. Vous avez parlé de l'importance du contexte politique, et on comprend sans doute pourquoi Miyazaki a choisi de situer ce film d'animation en Italie, parce que finalement c'est le fascisme est en Italie aussi, donc c'est une bonne manière de parler de son pays en faisant un détour assez lointain. Mais c'est aussi un film très mélancolique, oui, très nostalgique. Ça se passe dans les années, c'est censé se passer dans les années 30, quoi. C'est ça. Et donc 30 au-dessus de l'Italie et des pays balkaniques, quoi. On peut voler au-dessus de l'Adriatique. Voilà, c'est un film au-dessus de l'Adriatique et qui est bizarrement, parce que c'est pas très fréquent, bien situé. C'est-à-dire situé effectivement dans la géographie et dans l'histoire. Donc situé de façon socio-historique, comme souvent Miyazaki et encore plus Takahata. Au fond, c'est les deux maîtres vraiment de l'animation qui ont fabriqué quelque chose avec une Takahata qui l'envoie le Tombeau des Lucioles notamment. Par exemple, voilà. Et la grande force de ce film, c'est que le rapport à l'histoire qui est le lieu de la mise en scène en réalité, qui est là de manière très très présente, on va le voir, est doublé d'un rapport à la nostalgie, cette fois-ci dans les histoires personnelles. Et je vous propose avant qu'on présente davantage Porco Rosso, on va le présenter à travers un autre personnage qui est Gina. Et Gina est une femme très belle, dont tout le monde est amoureux, et qui raconte dans cet extrait à Porco Rosso, qui raconte la vie qu'elle a vécue, et écoutez la musique, écoutez la voix de Gina là aussi, parce que vous avez raison, le doublage est extraordinaire, et pas seulement Jean Reno qui fait Porco Rosso. Toutes les personnes qui ont prêté leur voix, Sophie Deschaumes ici en l'occurrence pour Gina, sont extraordinaires. Écoutez l'ambiance, et puis ça nous permettra ensuite de présenter ces personnages. Il est bizarre cet Américain. On ne s'était pas si tôt présenté qu'il m'a dit « marions-nous ». Je lui ai dit « merci, j'ai déjà donné ». Je me suis mariée 3 fois avec des pilotes. Le premier est mort à la guerre, le deuxième est tombé dans l'Atlantique et le troisième s'est écrasé quelque part en Asie. T'as eu des nouvelles? Je viens de l'apprendre aujourd'hui. On a retrouvé la carcasse de son avion au fin fond du Bengale. Ça fait 3 ans que j'attendais. Je n'arrivais même plus à pleurer. Oui, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont. Aux héros. Merci, mon petit Marco. Merci d'être toujours près de moi. De tous les copains d'autrefois, il ne me reste plus que toi. C'est parce que je me sens bien chez toi, Gina. Mais je me sentirai mieux quand tu te décideras à enlever cette photo. Ne t'avise pas d'y toucher. C'est la seule qui me reste du temps où tu étais encore un homme. Oh Marco, comment faire pour te délivrer de ce terrible envoûtement? Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Vous aurez reconnu Jean Reno qui prête sa voix à Porco Rosso, donc que Gina appelle Marcos. Gina dans le film, et sa voix c'est celle de Sophie Deschaumes. Cette scène est, même voilà, si on connaît rien du film, Hervé Joubert-Laurencin, on est transporté par la musique, par le timbre des voix, par ce qui est dit et par cette chose assez interpellante. On y reviendra, d'une sorte de transformation. C'est pas encore trop de quoi il s'agit, mais en 1 minute, il y a beaucoup d'éléments là. Oui, il y a une petite énigme qui est très bien fabriquée d'un point de vue narratif. C'est très beau. Et il faut ajouter tout ça en dessin animé. Parce que c'est ça la curiosité. Ouais. On entendrait parfaitement, si on n'entend que le son, on pourrait se dire que c'est une scène de cinéma hollywoodien classique, assez ancien d'ailleurs. Et ça fonctionne avec 2 personnages dont l'un en plus est affublé non seulement d'un corps un peu ventripotent, mais d'un visage de cochon. C'est-à-dire qu'il est vraiment comme dans un cartoon avec un visage de cochon, qui est quand même assez incroyable parce qu'il fume, il boit, il a cette voix chaude et envoûtante, et puis il est en face d'une femme qui, elle, est dessinée comme une humaine. Et tous les autres personnages du film, sans aucune exception, sont tous des humains. Donc aucun n'a une tête d'animal. C'est le seul à avoir une tête d'animal. Et personne ne le remarque. Et ça, c'est la plus belle invention du film. C'est la première invention du film. C'est la première énigme, la première chose qu'un enfant comme un adulte, là où tous les spectateurs, donc enfants comme adultes, s'interrogent.
C'est-à-dire pourquoi? Et on s'interroge sans le savoir parce que c'est tellement naturel chez tous les personnages que c'est pas un sujet pendant longtemps en tout cas. On ne s'en aperçoit pas. Et au bout d'un moment, on en parle. Donc dans cette scène, on commence à en parler. C'est-à-dire, elle lui dit c'était bien quand tu étais encore un homme. Bon, alors je l'entends aujourd'hui, là, en l'entendant comme ça, juste avec le son, on se dit ah oui, il y a un truc sexuel, quoi. Est-ce qu'il a perdu sa virilité? T'étais encore un homme. Et puis c'est la femme qu'il aime qui lui dit ça. Et il y a une photo qui l'atteste. Donc on se dit ah non, c'est peut-être pas exactement ça. Et la photo, si on la regarde bien, mais alors je crois qu'il faut vraiment la regarder à l'arrêt sur image ou à la limite sur un grand écran pendant une fraction de seconde, on voit cette image et il faut vraiment aller la chercher. Alors ça s'explique par la suite, donc rétrospectivement, si on voit le film plusieurs fois, on voit que effectivement sur la photo, il y a un jeune aviateur avec une femme à côté de lui, et ce jeune aviateur a une tête d'humain. Et en plus, elle a été raturée. On sent que quelqu'un est arrivé avec un stylo pour. Voilà. Alors on suppose que c'est Porco Rosso lui-même qui a dû l'enlever parce qu'il ne veut plus voir l'ancienne tête qu'il a perdue pour être affublé d'une tête de cochon à la place, comme s'il portait un masque de cochon. Et elle l'appelle Marco. Donc effectivement, il est censé s'appeler Marco Pagotto, donc un patronyme italien. On sait que Miyazaki adore l'Europe. Hein. Il aime l'Europe, il aime la France, il aime les deux chevaux, il y a toute une mythologie de la France. Et puis l'Italie fait partie de l'Europe, donc il y a quelque chose d'europhile chez Miyazaki. Et là, il a choisi l'Italie, donc c'est un personnage qui est censé être italien. Alors ça va s'expliquer plus tard. Gina, elle tient une espèce de très beau restaurant sur un endroit un peu magique où on adorerait passer ses vacances, c'est-à-dire sur une île de l'Adriatique. Et il ne vient dans cette île quasiment que des aviateurs, et plus exactement des aviateurs d'hydravion, parce que pour approcher du restaurant, il faut avoir un hydravion, puisque on le pose et puis on sort et de son avion, et là on peut arriver, ou alors en bateau, hein, parce que c'est sur une île. Voilà. Et elle, à un certain moment du film, un peu plus tard, elle est l'espèce de femme de charme qui chante en plus, hein, et elle chante ce qu'on a entendu tout à l'heure. Le temps des cerises. Le temps des cerises. Qui était là aussi le rapport à l'histoire, parce que c'est un chant quand même qui date d'avant la Commune en France. Exactement. Et puis Porco Rosso, on l'appelle donc ce qui signifie en italien cochon rouge, Porco Rosso. Et il est rouge, donc alors là c'est vraiment moins explicite, mais comme il y a le temps des cerises plus le cochon rouge, on se dit qu'il est peut-être communiste, enfin s'il n'est pas communiste en tout cas il est antifasciste, et ça c'est clair puisqu'il le dit clairement à un autre moment, et on est effectivement au moment de la prise du pouvoir par Mussolini en gros, quoi. Enfin on suppose, il y a très peu d'informations mais très largement en suffisance pour qu'on comprenne absolument un contexte très bien expliqué pour le spectateur. Voilà. Donc Marco, je sais pas, son métier c'est chasseur de primes quand même. Alors, ça, on son le voit métier, c'est ce qu'on a entendu tout de suite. Ouais. Quand il partait au combat, c'était un combat qui n'était pas un combat guerrier, qui était un combat pour le bien, puisque on l'entend quand on entend pour la première fois là tout à l'heure, quand on a entendu la voix de Jean Reno, il dit bon alors qu'il y a quoi? Il y a de l'argent. Bon alors c'est pour récupérer de l'argent. Donc en gros j'ai pas envie de me battre pour. Oui, on lui passe un coup de fil en disant il faut aller sauver des filles qui ont été prises en otage. J'ai pas envie de me battre pour des convoyeurs d'argent. Et puis mais il y a des petites filles en otage. Ah bon alors je vais y aller. Voilà. Donc on a compris que c'est un chevalier quoi. C'est quelqu'un qui combat pour le bien et qui est désintéressé, et ça va complètement avec son personnage qui a cette voix. C'est pour ça que Jean Reno ça marche bien. Ouais. Il y a cette voix du type revenu de tout, et puis qui a choisi de faire que ce qui l'intéressait et que ce qu'il trouvait bien. Et il le dit, hein, les gens qui gagnent leur vie en faisant la guerre sont des crapules, les chasseurs de primes sont des artisans. Voilà, et puis on va surtout comprendre le fond de l'affaire qui a fait qu'il a un visage de cochon et que il a vu une nuée blanche. On va le comprendre, mais pas tout de suite, Hervé Joubert-Laurencin. Il faut pas tout divulgacher, comme disent les Québécois. Son avion... Ouais, justement, je faisais attendre. Son avion s'abîme, parce que alors Gina, dans l'extrait qu'on a entendu, elle fait référence à un Américain qui arrive. L'Américain, c'est Donald Curtis, qui va provoquer littéralement Porco Rosso. Il va vouloir avoir sa peau, et il détruit son avion. Son avion, donc, s'échoue. Et Porco Rosso arrive à l'amener quand même quelque part où il va essayer de le reconstruire. Et là, on confie la reconstruction de l'avion à une petite fille. En tout cas, celle-ci, Fio, espère
pouvoir être en charge de la reconstruction de cet avion. Mais Porco Rosso, lui, ne voit pas pourquoi une fillette reconstruirait son avion. Il a quand même sa dignité, ça reste un homme, même si c'est un porc. Et écoutez comment, au réveil, il va rencontrer cette petite fille qui semble pour le coup avoir beaucoup de talent et de compétences et finalement accepter que ce soit elle qui reconstruise l'avion. C'est l'occasion pour Miyazaki de donner à entendre beaucoup de bruit. Alors, des détails sur les plans de reconstruction de l'avion. On sent le plaisir de réalisateur à donner ces détails, mais aussi à faire entendre bien le bruit de la tôle, du marteau, etc. Tout ce qui permet de reconstruire, dans le sens technique du terme, un avion. Bonjour Porco. Bien dormi? Tu y as passé toute la nuit? C'est qu'une première ébauche, ça vous paraît bien? Le fuselage y touche pas, mais j'aimerais modifier le profil du bord d'attaque des ailes. Rien qu'avec ça, on devrait facilement gagner 5 nœuds. En tout cas, chapeau pour les plans d'origine. Les ailes monocoques, c'est formidable, fallait y penser. Elles sont géniales, ces feuilles de calcul. Il fallait connaître à fond les caractéristiques du bois pour fabriquer des ailes pareilles. Y a rien à dire. C'était un prototype. Le constructeur pensait qu'il était beaucoup trop dangereux, qu'il ne pourrait jamais voler. Il l'a laissé dans son hangar à prendre la poussière. Je l'ai vu tout de suite. Avec un calage de l'aile comme celui-là, ça relève du miracle que vous arriviez à le faire décoller. C'est vrai, le décollage et l'amérissage sont un peu délicats. Mais une fois en croisière, la portance est excellente. Je pense qu'il suffirait d'augmenter le calage de l'aile d'1 demi-degré. Là, tu vois. Le reste, tu peux le réparer sans modifier. Alors vous me confiez le travail? Merci Porco. Vous verrez, vous serez pas déçus. Attention, jeune fille. C'est d'accord, mais à une seule condition. Fini les nuits blanches. Quand on manque de sommeil, on fait pas du bon boulot. Et en plus, c'est très mauvais pour le teint. D'accord, chef. La bande-son est comme dans la totalité, je crois, de films de Miyazaki, réalisés par Joe Hisaishi. Alors là, on entend la musique entraînante qui vient accompagner le travail proprement dit. Il faut imaginer quand même que les personnes qui vont reconstruire l'avion, à la suite de cette petite fille, Fio, eh bien, ce ne sont que des femmes. Quelle étrangeté, Hervé Joubert-Laurencin. C'est sans doute le côté féministe de Miyazaki, mais ça s'explique par la guerre, je suppose. Hein. Je suppose que c'est l'idée que les femmes sont à l'arrière et puis qu'il y a une guerre. Puisqu'on est dans un moment fasciste, forcément on est en guerre. Et donc les hommes sont au combat. Et d'ailleurs, cette question des hommes au combat, évidemment, est fondamentale. Mais là, ce qui se passe à Milan, le moment du décollage est très très beau parce qu'il décolle avec un hydravion. Et comment faire décoller un hydravion d'une ville? Impossible, sauf si il y a un canal dans la ville. Donc il y a Venise, mais ce serait pas marrant et puis ça marcherait pas. Alors que le Naviglio Grande à Milan, ça marche. Donc on entend des bateaux. C'est une scène extraordinaire quand même. Génial, l'avion n'arrive pas à décoller, donc il est en train d'aller à toute allure sur le canal de Milan. C'est génial. Et là, on a entendu ça au tout début, quand on a entendu la voix de la jeune fille, on entendait po, c'est-à-dire un bateau qui était en train de passer dans le Naviglio Grande. Donc le canal en plein milieu de la ville, qui est quand même très très beau, même aujourd'hui encore. Et voilà, donc tout se passe en Italie, et là il y a un petit côté couleur locale, quoi. On pourrait se dire que, ce serait un film finalement de prise de vue directe. Moi, je trouverais ça lourd parce qu'il y a une petite musique pseudo-italienne pour faire comprendre les choses. Mais au fond, cette séquence, au contraire, elle est magnifique. Elle fonctionne très très bien. Par le dessin, par l'animation, parce qu'il y a un passage dans tous les ateliers, et comme toujours dans tous les films d'animation de long métrage, enfin peut-être pas tous, mais les grands films de long métrage d'animation depuis le premier, c'est-à-dire Blanche-Neige, ce sont toujours des mises en abîme du travail, c'est-à-dire des mises en scène au fond de la production d'un film d'animation, parce que c'est tellement énorme de faire un film d'animation en long métrage. Le court métrage, c'est la norme en animation, parce que ça prend tellement de temps de faire 24 images différentes pour une seule seconde de projection qu'on met des années. Il faut un nombre de personnes dingues. Et donc, c'est tellement énorme que les scénarios, moi, il m'a semblé qu'historiquement, les scénarios n'arrivaient pas à ne pas parler de ça. On parle toujours de ça. Pour moi, le premier, c'est Blanche-Neige de Walt Disney. Et Blanche-Neige arrive chez les nains. Et les 7 nains, en fait, pour moi, les 7 nains, c'est des toons.
C'est-à-dire qu'elle arrive pour faire le ménage et elle dit « Ah, mais c'est très sale ici ». Elle entre dans la maison, elle prend son balai, elle dit « On va faire le ménage ». Et donc, c'est le long métrage d'animation qui est en train d'arriver en disant « On va faire le ménage, on va arrêter de faire des films courts avec des petits personnages bas, des nains de jardin qui sont des toons ». Et donc, les nains de jardin sont des toons. Ça a été une de mes grandes découvertes théoriques. Ouais. Et bon, bah ça, c'est la première des grandes mises en scène de la propre production du film qu'on est en train de faire dans les longs métrages d'animation. Et c'est toujours le cas. Et là, la réparation de l'avion qui va renaître, c'est évidemment, tous ces personnages en train de travailler sont en train de faire un film. C'est comme les studios Ghibli qui sont en train de faire un film de long métrage. Le studio de production de Miyazaki qu'il a créé d'ailleurs à la suite de ce film. Avec Takahata, voilà. Ouais. Et donc, voilà, c'est un grand studio qui est en train de fabriquer un film. Et c'est la même chose dans Le Vent se lève. Le Vent se lève reprend la même chose et on voit le petit jeune qui arrive et qui est considéré comme un grand dessinateur, alors un grand dessinateur industriel, mais avec le patron qui le met là au milieu d'une bande de gens qui travaillent sur des planches à dessin. Voilà, c'est très clair que c'est aussi le studio d'animation et toute la mythologie du travail en groupe avec des planches à dessin, etc. Donc, il y a toujours, presque toujours ça. Alors, c'est autre chose aussi, parce que je parlais de toon avec les nains, mais il y a un plan assez intéressant dans le film, enfin assez significatif dans le film, c'est qu'on voit Porco Rosso, le seul homme de toute la maison, comme toutes les femmes sont occupées à travailler, lui, il doit bercer le gamin qui est dans un berceau. Donc, il pousse le berceau, et puis juste avant quand c'est en train de se fabriquer, on le voit fumer nerveusement derrière une porte, c'est-à-dire comme quand on attend un enfant. Et donc on comprend bien que le nouvel hydravion qu'on est en train de lui construire en bois, magnifique, un deuxième prototype, c'est un enfant aussi. Et donc c'est la naissance d'un enfant, c'est la naissance d'un film, et c'est la naissance d'un avion. Et pourquoi cette petite fille Fio tient-elle une place si importante? Et vous avez dit Miyazaki, c'est le féminisme de Miyazaki quand on entend Porco Rosso lui dire « Écoute petite fille, tu travailles, mais pas de nuit blanche, c'est mauvais pour le teint ». C'est pas l'idée qu'on se fait du féminisme. C'est totalement macho et ça va bien avec la voix de Jean Reno, encore une fois. Mais justement, c'est le féminisme d'ailleurs, c'est de montrer au cinéma les relations réelles entre les filles et garçons. Alors là, il y a un côté paternaliste dans ce personnage, on voit bien. Et puis il y a l'intérêt pour les petites filles chez Miyazaki. C'est très frappant. Chihiro, Ponyo, Mononoke. Enfin, c'est un des personnages centraux des films de Miyazaki et un des personnages centrés des films de Miyazaki. Voilà. Et c'est surtout très fort dans le sens où il est capable de différencier. C'est-à-dire, ce ne sont pas des typologies faciles. Chihiro, c'est la fille de 10 ans. Il a dit, je fais le portrait de la fille de 10 ans. Ponyo, c'est la fille de 4 ans, 5 ans, environ, c'est l'école maternelle. Donc ça, c'est très différencié. Et ça, les parents, les enseignants du primaire le savent très bien et le reconnaissent. Il y a une force chez Miyazaki qui est qu'on ne mélange pas tous les enfants. Un enfant, ça ne veut pas dire une chose. Il y a différents moments de la vie de l'enfant, de l'école, etc. Et ça, c'est très réussi. Ça fait partie des grandes réussites qui sont difficiles à exprimer parce que c'est tellement simple, mais qui font partie de l'art de Miyazaki. Vraiment. Avant d'avoir la révélation, et d'ailleurs quand on regarde le film, on n'attend pas de révélation parce qu'on se dit bon c'est un cochon, et comme vous le dites, on l'admet et puis on pense à autre chose parce qu'il y a une vraie histoire quand même. Il doit reconstruire son avion. Eh bien en attendant que son avion soit reconstruit à Milan, il va au cinéma. Et là c'est exactement ce que vous disiez sur la mise en abîme du film d'animation. Que va-t-il voir? Un dessin animé qui rend hommage aux pionniers de l'animation. Il se retrouve à côté d'un ancien camarade de l'armée de l'air italienne et c'est l'occasion de faire quelques révélations, pas celles qu'on attendait mais qui sont beaucoup plus politiques et décisives pour comprendre le personnage. Commandant, jolie promotion. T'es malade, hein. Pourquoi es-tu revenu? C'est du suicide. Je vais où je veux, quand je veux. Cette fois, ils sont bien décidés à te coincer. T'as été suivi? Je les ai semés. Ils ont lancé un mandat d'arrêt contre toi pour défaitisme, désertion, menée antipatriotique, idéologie décadente et propos obscènes. Il n'y a vraiment pas de quoi rire, Marco. Il est question de confisquer ton hydravion de combat. C'est vraiment un navet, ce film. Écoute, Marco, réintègre l'armée de l'air le plus vite possible pour que nous puissions t'aider. Je préfère encore être un cochon décadent qu'un fasciste. C'est fini l'époque des aventuriers du ciel. On peut plus voler en solo aujourd'hui. Il faut le soutien d'un gouvernement. Moi, j'ai besoin de personne. Je vole avec l'argent que je gagne.
Tu voles. T'as bien une tête de cochon. Merci, vieux. Salut les camarades pour moi. Je trouve bon, moi, ce film. Sois prudent, quand même. Hein. Ils ont sûrement pas l'intention de traduire un cochon en justice. Bah. J'espère te revoir, Marco. La force de cette scène, c'est qu'elle est à la fois ultra réaliste et complètement surréaliste, Hervé Joubert-Laurenceau, puisqu'on parle quand même d'un cochon à chaque fois. Oui. Alors, c'est celle de tout le film au fond. Donc il faut vraiment expliquer ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que, comme je le disais tout à l'heure, on est dans un film où on a la convention traditionnelle des humains. Donc les humains sont dessinés, ils ne sont pas photographiés, cinématographiés, et néanmoins on accepte par convention que ce sont des humains, même dans un dessin animé. Donc ça c'est par exemple les films de Takahata, les films de Miyazaki en général, et puis il y a ça c'est une convention qu'on a aujourd'hui très largement acceptée, y compris dans les longs métrages, jusqu'à presque plus faire de différence parfois. On va dans un dessin animé et très très vite on est pris par l'ambiance et on se dit que ce sont des personnages, après tout c'est pas plus faux que en 2 dimensions photographiés dans un film de prise de vue directe. On en est presque arrivé là aujourd'hui. Et l'autre tradition absolument tout aussi traditionnelle dans l'histoire du dessin animé, c'est les animaux, la fable anthropomorphique. C'est-à-dire que ce sont des animaux qui parlent comme des humains, mais ils sont dessinés comme des animaux. Alors ils ont des caractéristiques humaines, ils ont des habits, ils fument, ils parlent comme dans les fables. Donc c'est issu complètement de la fable qu'on connaissait autrefois, qu'on racontait aux enfants dans la littérature pour enfants. Et ça c'est complètement le cartoon. Donc on connaît tous Porky Pig. Bon, évidemment, il y a des cochons célèbres. Porco Rosso, ça fait référence aussi à Porky Pig. Qui est Porky Pig ? Porky Pig, c'est un personnage très marrant de Tex Avery notamment, enfin qui a été dessiné entre autres par Tex Avery. Et donc c'est le grand cochon connu de l'histoire du cartoon. Et puis sinon, vous avez par exemple, je sais pas, Mickey. C'est un rat, une petite souris ou un rat, enfin Minnie et Mickey. Voilà. Et eux ont vraiment des têtes d'animaux. Ils ont des longues oreilles. Enfin, on les reconnaît. On reconnaît quel type d'animal ils sont. Et néanmoins, ils parlent et ils nous sont devenus familiers. Voilà. Donc ça, c'est bien 2 conventions et les 2 sont acceptables. Les 2 sont acceptés facilement par le spectateur. L'idée géniale de Miyazaki, parce que je crois que c'est le seul à l'avoir fait. Enfin, je dois me tromper. Je suis sûr qu'il y a un film qui a inventé ça un jour et que je ne connais pas. Mais en tout cas, dans les longs métrages, j'en suis presque sûr. Il a cette idée géniale de prendre un seul personnage et lui de balancer seulement son visage dans l'autre convention, alors qu'on est dans la convention des humains. Lui a une tête de cochon. Et donc, c'est pour cette raison et pour cette seule raison que depuis le début, on ne se pose aucune question. Parce qu'on a l'habitude de voir des personnages qui ont un groin de cochon et néanmoins qui parlent avec les autres. Et on ne comprend même pas tout de suite, on ne voit pas tout de suite qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc il faut que les personnages à l'intérieur des dialogues nous le fassent remarquer en disant pourquoi une tête de cochon ? Pourquoi lui a une tête de cochon et pas les autres ? Et c'est là qu'on a toute l'explication qui est vraiment très intéressante et qui va être une explication à la fois historique, anecdotique, mais en fait grandiose. Une espèce d'explication grandiose, presque métaphysique, et qui pose alors là beaucoup de questions, probablement philosophiques d'ailleurs. On va y venir, mais d'abord quand même si on reste au cinéma, dans la salle qu'on a entendue, il dit bien je préfère être un cochon décadent plutôt qu'un fasciste. Et là, cochon s'entend dans le sens métaphorique également, quand on traite quelqu'un de porc, c'est rarement gentil. Ça veut dire que non, mais on dit surtout cochon de fasciste. Ce qu'on entend là, c'est cochon de fasciste. Donc les fascistes sont des cochons. Ça veut dire que être un cochon, c'est dégradant. Ça veut dire que peut-être son visage est une punition. Voilà. Et quand Miyazaki s'explique à propos du choix du cochon, parce que pourquoi est-ce qu'il a choisi un cochon pour Porco, ça aurait pu être autre chose, il dit, pour les Japonais, le cochon est un animal pour lequel on a de l'affection, mais qu'on ne respecte pas. Pour moi, dit-il, c'est un animal avare, capricieux, qui n'est pas sociable. C'est quelqu'un qui ne suit pas de régime, qui fume et qui n'en fait qu'à sa tête. En termes bouddhistes, il a tous les défauts de l'être humain. Il est égoïste, fait tout ce qu'il faut pas faire, jouit de sa liberté. En clair, il nous ressemble beaucoup. Et il ajoute, je dois ajouter que j'aime bien dessiner des cochons. Donc le choix du cochon pour lui, c'est une manière de provoquer aussi sa propre culture. Ça, c'est le propre des bons cinéastes. C'est-à-dire que quand quelque chose est mauvais, on le dessine aussi avec quelque chose qu'on aime et on cherche ce qu'on aime dans ce qui est mauvais pour ne pas saboter ces personnages, les mauvais personnages. Sinon, on en fait des personnages inexistants.
c'est vraiment le b.a.-ba de la réalisation de fiction. C'est-à-dire que si le méchant n'est que méchant, il n'a aucune existence. Il faut qu'il soit un vrai méchant, mais pour être un vrai méchant, il faut qu'on l'aime. Voilà. Il faut que le cinéaste aime celui qui est mauvais, tout en le fabriquant comme mauvais. Et ça, c'est exactement ce qu'on vient d'entendre. Mais il n'est pas mauvais, Porco Rosso. Sa tête est mauvaise. Ah oui, c'est ça. Sa tête est une punition des dieux. Voilà. Alors, entre autres. On y arrive. Mais avant ça, reprenons le fil de l'histoire. L'avion a été réparé, il reprend la route avec Fio qui s'incruste sur l'avion, littéralement. Ils voyagent ensemble, ils retrouvent le refuge de Porco Rosso, cette espèce d'île déserte paradisiaque. Et au moment d'arriver, il voit qu'il y a la troupe des Mamayuto, donc ceux qui veulent la peau de Porco Rosso qui sont là. Ils se battent, etc. Bref, le soir venu, avant de s'endormir, Fio demande une histoire, comme une petite fille demanderait à son papa. Elle demande à Porco Rosso une histoire, et c'est l'occasion pour lui de nous livrer la clé de son secret. Raconte-moi une histoire, pour m'endormir. Voyons voir. C'était pendant la guerre, le dernier été. On volait en patrouille au-dessus de l'Adriatique, en direction d'Istria, parce que le sale boulot, c'est toujours pour les mêmes. Le type qui volait à côté de moi ce jour-là, c'était Jaco Berlini, un vieux copain qui s'était marié 2 jours avant. Il m'avait demandé d'être son témoin et d'organiser la cérémonie. On nous avait refusé notre pierre, mais on avait dû repartir tout de suite pour le front. C'était l'enfer autour de nous. Ennemis comme alliés tombaient comme des mouches. Moi, j'avais 3 appareils qui me collaient au train. Je faisais de l'acrobatie pour m'en dépêtrer et je ne voyais même pas que mes camarades allaient au tapis les uns après les autres. Très vite, je me suis retrouvé tout seul. Les 3 avions me poursuivaient toujours. J'avais de plus en plus de mal à les feinter. À force de jouer du manche et du pied, j'avais les membres engourdis. Et j'étais pris d'éblouissement. Je me croyais foutu quand, brusquement, le ciel est devenu tout blanc. Tout blanc? Enfin, disons, il est devenu très lumineux. C'était une clarté soudaine, irréelle. Et il m'a fallu un long moment pour comprendre que je volais dans une mer de nuages. J'étais à bout de force, incapable de piloter. Et pourtant, mon avion naviguait tout seul, prenait de l'altitude. La mer de nuages? C'est ça. Désespérément silencieuse, sous un ciel d'un bleu très pur. Et dans ce ciel flottait très haut un étrange ruban de nuages, une espèce de voie lactée. Berlini? Berlini, tu es vivant? Berlini, attends! Reviens! Où vas-tu? Berlini, t'en vas pas, reviens! Tu peux pas laisser Gina! Je pars à ta place! Tout nous porte vers les hauteurs, les nuages, la lumière, le ciel, puisque nous volons intimement, puisqu'il y a du vol en nous. Le vent est dans les nuages, le nuage est la substance du vent, le nuage tient en sa substance même le principe de la mobilité aérienne. La mobilité est la richesse même de la substance légère. Tous les êtres aériens savent bien que c'est leur propre substance qui vole, naturellement, sans effort, sans mouvement d'aile. Ils boivent le vent de leur propre vitesse. C'est le mouvement, plus que la substance, qui est immortel en nous. Le mouvement peut changer, mais il ne peut mourir. C'est les phrases de Gaston Bachelard qui viennent éclairer cet extrait Hervé Joubert-Laurencin. Il y a du vol en nous. Il semble décrire exactement l'univers de ce film, l'univers de Miyazaki, et en particulier la scène que nous venons d'entendre. Et j'allais vous demander, Adèle, de qui sont ces mots. C'est impressionnant de voir à quel point il décrit exactement ce qu'on vient d'entendre. Alors, moi, je répondrais par Robert Bresson, par exemple. Le vent souffle où il veut. Et ça ferait réfléchir au cinéma d'animation
vraiment qui n'était pas du tout dans l'esprit de Bresson quand il disait ça, puisque au fond, en animation, c'est le contraire. Le vent ne souffle pas où il veut, puisqu'on le fabrique. Et tout ce qui bouge, tout ce qui est animé, va être maîtrisé par le calcul au 48e ou au 20e ou 24e de seconde. Et donc, le vent ne souffle pas où il veut dans un film d'animation. Voilà. Mais le vent, c'est aussi la définition même de l'animé. Puisque l'animation, c'est quelque chose de construit, mais qui se fonde sur une mythologie finalement très très ancienne, qui est l'anima, donc l'âme, donc le souffle au fond. Et l'animation en soi, c'est le souffle. Et évidemment, tous les grands animateurs le savent, et Miyazaki le sait vraiment très bien. Je crois que quand j'avais parlé de Chihiro, on voit bien que c'est très important que Chihiro, au tout début du film, est dans la voiture de ses parents, la petite Chihiro, et elle ouvre la fenêtre comme les enfants le font, et ses cheveux bougent dans le vent, et c'est déjà la première manifestation des dieux qui vont apparaître dans le film. Parce que dès qu'on a quelque chose qui bouge, de l'herbe qui bouge, puisque le vent c'est une chose formidable avec le cinéma, et encore plus avec le cinéma de prise de vue directe, c'est que c'est imperceptible. Donc on peut le sentir dans un micro, on peut sentir sa répercussion, et on peut le sentir quand on voit bouger des herbes. Voilà. Donc ça, c'est le travail du cinéma, et le travail du cinéma d'animation, bizarrement, qui ne peut pas se permettre ça, peut pas enregistrer ça, le fait encore plus, mais fondamentalement. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de fondamental dans le vent. Donc ça explique sans doute beaucoup de choses. Par exemple, le nom de Ghibli ou Ghibli, c'est le nom d'un vent. Hein, c'est le nom d'un vent. Le studio d'animation. Voilà, le studio créé par Miyazaki. C'est le nom d'un vent. Ouais. Et Takahata, c'est le nom d'un vent qui est une sorte de sirocco, hein, un sirocco un peu africo-italien, puisqu'il est sur les terres de l'ancienne colonie italienne. Et il part de là, et où il y avait justement des avions et des hydravions. Enfin, il y a toute une histoire de l'aviation qui est liée aussi au fascisme et à la Libye. Donc c'est marrant parce que ça donne le nom du studio. Et puis Le vent se lève, donc le dernier Miyazaki, là a été chercher un vers d'un poète français, de Valéry. Le vent se lève, il faut tenter de vivre. Alors la question du vivre est mise en relation immédiate avec celle du vent. Et bon, c'est très frappant aussi dans ce film, puisque les avions volent et volent dans le vent. Bah là, quand même, il se passe quelque chose dans ce qu'on vient d'entendre. C'est pas juste le vent. Ce qu'on a entendu sur la question de la grande des avions. Alors, il faut dire d'abord que ce sont des avions de la Seconde Guerre mondiale. Et ces avions de la Seconde Guerre mondiale, donc à laquelle participe Porco, en fait, on peut comprendre que il a participé à la guerre, et c'est pour ça qu'il est devenu un porc. Enfin, les hommes deviennent des porcs quand ils deviennent des guerriers, quand ils ne pensent plus qu'à tuer. Et ils sont punis en quelque sorte par la mort. Et la mort, là, en l'occurrence, c'est la mort de tous ses amis qu'ils voient brusquement monter. C'est un songe, une sorte de flashback voilà, en fait. Monter au ciel et former une espèce d'immense nuée blanche. Et donc c'est quelque chose de presque mystique, hein, comme une mer de lait, une immense nuée blanche dans le ciel. Et cette nuée blanche, on s'aperçoit petit à petit qu'elle est formée par les milliers de morts de la Première Guerre mondiale. Donc c'est une représentation des morts qui vont hanter les vivants, mais qui vont les hanter de loin. Et pour Miyazaki, dans le ciel, donc c'est la mort des aviateurs. Et c'est pour cela qu'il redescend sur Terre avec une tête de cochon. Et on n'en saura pas plus, au fond. C'est ça, c'est quand même un peu frustrant. Voilà, c'est qu'on dit quoi, c'est en passant dans le nuage qu'en fait il y a eu un sortilège qu'il a changé en cochon. Le film conserve l'énigme, il résout l'énigme et il la conserve, ce qui est quand même très réussi, parce que au fond, chaque spectateur est obligé de se poser la question. Enfin, j'irai pas jusqu'à dire que c'est brechtien, mais en tout cas, il y a quelque chose à faire. Le spectateur doit faire un effort pour essayer d'imaginer ce que ça veut dire. Donc, être puni en quelque sorte. Soit on est puni par les dieux, soit on est puni moralement. Quand on est un militaire qui tue les gens atrocement et qu'on lâche des bombes sur les populations civiles, eh bien peut-être qu'on est un porc et qu'on redescend avec une tête de cochon. Et donc on peut plus l'enlever, on
peut plus l'effacer. Mais il y a quand même l'idée d'un sortilège parce qu'il dit à son ami Berlini, qui était l'époux de Gina, non, je veux prendre ta place. Il sait que Berlini est mort, il dit non, je veux bien prendre ta place, comme si en fait, pour avoir voulu prendre la place d'un mort, lui-même s'était retrouvé affublé d'une tête de cochon. Ah voilà une autre interprétation, pourquoi pas. Dans une lignée qui serait davantage celle d'Ovide et des métamorphoses d'Ovide, où on trouve d'ailleurs on est en plein dans les métamorphoses, et le cinéma d'animation, on le sait, le cartoon, c'est le lieu des métamorphoses. Donc le fait même d'avoir des animaux anthropomorphisés, c'est déjà une métamorphose terminée, mais on sait que l'animation, c'est le lieu particulier dans le cinéma, c'est le lieu le meilleur pour montrer la métamorphose, pour montrer les choses qui bougent et qui changent. En l'occurrence, ce film est assez fort là-dessus parce qu'il ne travaille pas sur la métamorphose visible, sur la pratique même de la métamorphose, le moment où les formes changent, mais il prend une grande énigme de métamorphose et c'est plutôt un composite, puisque c'est un corps composite avec le visage en cochon. Voilà, donc on a à la fois toute l'explication et pas d'explication, c'est d'ailleurs une explication grandiose en quelque sorte. Qu'est-ce que c'est que ça rappelle le film justement qui se passe en 14-18 avec de Renoir, La Grande Illusion, avec von Stroheim, avec Jean Gabin, et c'est un peu un personnage à la Jean Gabin, le Porco Rosso, c'est un peu un personnage à la Jean Gabin de La Grande Illusion. Donc voilà, on se dit que La Grande Illusion, ce serait un bon terme pour parler de ça. Il y a une grande illusion, donc on a passé une grande illusion, il y a une grande explication, et puis on ne l'a pas, et quand on redescend sur Terre, il faut s'interroger sur ce qu'on est devant cette grande illusion et ce grand... Et là où Miyazaki n'a pas du tout envie de résoudre le mystère, c'est que le sortilège, si on peut parler de sortilège, ou l'envoûtement, disait Gina, eh bien va disparaître à l'occasion d'un baiser que Fio lui donne. Alors là, on est en plein conte de fées. Complètement. Enfin, un baiser au bon endroit, parce qu'elle lui donne plein de bisous qui fonctionnent pas, si j'ose dire, et puis sur la bouche, ça fonctionne. C'est la toute fin du film, et à la toute fin du film, on a la chose revient dans le conte de fées avec le baiser, et on l'a évoqué avant pour que le spectateur puisse le comprendre. Donc ils ont parlé entre eux du si je te donnais un baiser, est-ce que tu redeviendrais le prince charmant et plus la grenouille, Et donc elle lui donne un baiser. Alors on voit le baiser très rapide. Elle est en train de partir dans un hydravion avec Gina qui l'emmène, et elle a un canotier sur la tête. Et elle lui donne un baiser. Là, l'aile de l'avion donne un coup sur la tête de Porco Rosso, sur sa tête justement. Donc il y a un effet comique, il y a un gag qui fait complètement passer la chose. Et puis il y a ce canotier qui se met à voler. Et on a ce canotier qui vole en gros plan. Et évidemment, c'est très exactement ce que va reprendre, donc ça donne quasiment la fin du film, le canotier qui vole, le baiser, et qui va retourner, qui va faire disparaître le sortilège du visage. Et 20 ans plus tard, on a Le Vent se lève. Et Le Vent se lève commence comme ça. Pour ceux qui se rappellent du Vent se lève, Le Vent se lève commence par un voyage en train avec un garçon, un homme adulte qui perd son canotier, et une petite fille, mais cette fois une enfant, qui le rattrape au vol. Et il lui dit « bien joué ». Puis ensuite, il se retrouve 20 ans plus tard, et ce garçon va reconnaître cette petite fille, la voir femme, et décider qu'il l'épousera et qu'il l'aimera. « Je t'ai aimé le jour où je t'ai vu ». Comme Dante avec Béatrice. Et cette fin laisse un peu sur sa fin, quand même, non? Alors non, elle laisse sur sa fin uniquement parce que le spectateur n'a pas le droit de voir le visage transformé. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi que tout d'un coup, on passe en voix off et c'est Fio qui va raconter la fin du film et tout d'un coup, le film est terminé. Comme s'il y avait... Enfin, il n'y a pas vraiment de fin. Ah ben, il est résolu quand même. L'énigme est résolue et le sortilège a terminé, mais on ne voit pas le visage. On voit simplement Curtis qui a d'ailleurs déjà métamorphosé le visage de Porco parce que ils se sont auto-mutilés tous les deux en se battant dans une bagarre à main nue dans l'eau devant 1000 personnes. Voilà. Et c'est un film d'action aussi. Et donc ils ont un visage complètement caricaturé, bosselé, boursouflé. Et Curtis le regarde et dit mais qu'est-ce que tu as sur ton visage? et là tout le monde s'en va. Et le spectateur, lui, on ne lui donnera jamais le visage de Marco Pagotto. Parce que finalement, on a bien compris qu'après le baiser, il a retrouvé le visage de Marco Pagotto. Donc le sortilège est terminé, il n'est plus un porc, il a racheté ses fautes, qui étaient celles de la guerre au fond. Et voilà. Donc
Si, il y a bien quand même une résolution assez complète dans l'histoire à la fois mythologique, de fable. Mais pourquoi la voix off? Pourquoi tout d'un réaliste. coup c'est Fio qui nous raconte la fin du film, comme si les spectateurs n'étaient pas conviés en fait à assister à la fin? Il y a un Peut-être. changement de temporalité soudain. Ouais. Après, on est lancé dans le futur. Ouais. On est des années plus tard. Et Fio, il y a un avion beaucoup plus ou un planeur, hein, je crois, beaucoup plus récent, qui dit que Oh, c'est classique aussi, hein. C'est une fin narrative archi-classique, disant voilà ce qui s'est passé après, tel personnage est devenu cela, tel autre est devenu cela, voilà. Alors avant de se quitter, de nous quitter, je vous propose qu'on écoute juste quelques secondes d'un bruit. Alors ça vient du Vent se lève, le film donc, qui marche en diptyque et sans doute la suite de Porco Rosso. Juste parce que nous sommes à la radio, on va faire vraiment attention à ce que nous sommes en train d'écouter. Écoutez comment les bruits de l'aviation sont faits. Hervé Joubert-Laurencin, ces bruits-là, on pourrait les faire nous-mêmes. En fait, c'est des bruits de bouche. Oui, on les entend. C'est impressionnant. On les entend comme des bruits de bouche faits par des acteurs. Ce qu'ils sont. Oui, absolument. Et c'est pas le cas pour Porco Rosso. Pourquoi pour Le Vent se lève, eh bien, ce sont des bouches humaines qui font le bruit des avions. Il faut essayer d'imaginer ce que ça peut vouloir dire. Moi, je sais pas ce qu'a voulu faire exactement Miyazaki ou son équipe, mais si je cherche à l'interpréter, je trouve ça intéressant parce que à la différence de l'enregistrement réaliste, on est dans un jeu d'enfants. Ouais. C'est comme des enfants qui joueraient, et ça me fait penser à Porco Rosso, où cet avion entièrement fabriqué en bois ressemble à une maquette, en fait, comme quand on construit des avions miniatures en modèle réduit, c'est-à-dire un jeu d'enfants, et pas seulement d'enfants évidemment, mais un jeu profondément enfantin de fabriquer le monde en miniature, et c'est quand même le travail du dessin animé aussi. Et donc on a cette idée des enfants qui jouent, hein, qui fait penser aussi aux voix d'Orson Welles. Quand Orson Welles fait sa voix, on a dit parfois que c'était c'est même Bazin, je crois qu'il a dit que quand il était enfant, il avait un théâtre de marionnettes et il faisait jouer lui-même ses marionnettes en faisant ses propres voix, et après dans ses films il disait This is Orson Welles, quoi. On a sa voix qui dit, et donc on a cette idée de retour à l'enfance dans le plus sophistiqué du travail. On a le retour à l'enfance et le jeu, donc je crois que c'est ça, les voix. On fait le bruit des avions. Merci beaucoup Hervé Joubert-Laurencin d'être venu nous parler de Miyazaki. Aujourd'hui, on va se quitter avec la chanson du film Le Temps de Cerise, qui est vraiment empreinte d'une nostalgie sans borne et très émouvante. On peut lire de vous donc 4 films d'Hayao Miyazaki, où on trouve Mon voisin Totoro, Porco Rosso, Le voyage de Chihiro et Pogno sur la falaise, aux éditions des Enfants du cinéma. Je l'ai dit aussi, vous êtes spécialiste de Bazin. On peut regarder un documentaire que vous avez réalisé avec Marianne Dautré qui s'appelle Bazin roman, et vous avez édité les écrits complets de Bazin aux éditions Macula. On mettra les références de ces ouvrages et de ces travaux en ligne. Voici Le Temps des Cerises, interprété par Tokiko Kato. とにかくポルコを何とかしないと皆さんはお困りなんだから。しかし 10% は法外だ。Ah, nous chanterons le temps des cerises, et guerre au Seigneur, et mère le moqueur, seront tous en fête. Les belles auront la folie en tête, et les amoureux du soleil au cœur. Quand nous chanterons le temps des cerises, chifflera bien mieux le merle moqueur. Mais il est bien court le temps des cerises, où l'on s'en va doux, qu'iront rêvant, dépendant d'oreilles. Cerises d'amour au bout pareil,
la faille en gouttes de sang. Mais il est bien court le temps des cerises, pendant de corail, quand cailloux rêvons. J'aimerais toujours le temps des cerises, c'est de ce temps-là que je garde au cœur. ポルコロッサさん、ネプチューン社の特派員ですが、今回もお手柄でしたね。まんまユート弾は当分再起不能でしょう。ところで今年の賞金総額の予想なんですが、去年を軽く超えると思われますが、あら、ちょっと君話したまえ、ちょっと、あら、歌は静かに聞くんだ。Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Il est temps de retrouver le journal de la philo, présenté par Géraldine Mosna-Savoie. On n'est pas là pour philosopher, Carpentier. Quand même. Incroyable. Bonjour Géraldine. Bonjour Adèle, bonjour à toutes et à tous. La guerre, tout le monde en a une idée, l'histoire et l'actualité nous y confrontent régulièrement. Peu en revanche la connaissent ou l'ont connue, ou trop, diront d'autres, farouchement opposés à tout conflit dont la justification semble toujours trop faible aux yeux de la souffrance absolue des victimes. Entre l'idée très abstraite de la guerre et sa réalité très concrète, se trouve pourtant tout un ensemble de textes classiques sur la guerre que les éditions Payot et Rivage rééditent. L'incontournable Art de la guerre de Sun Tzu et le récit canonique de Thucydide de la guerre sur la guerre du Péloponnèse. Comme chacun voulait être le premier à traverser, et comme, d'autre part, l'ennemi les serrait de près, il devint bien difficile de franchir le cours d'eau. Forcés d'avancer en groupe compact, les hommes s'abattaient les uns sur les autres et foulaient aux pieds leurs camarades. Certains se tuèrent sur le coup en tombant sur des javelines ou sur des pièces d'armure. D'autres s'empêtrèrent et furent emportés par le courant. Postés sur la rive opposée qui formait une pente abrupte, les Syracusains dirigeaient un tir plongeant sur les Athéniens qui, pour la plupart, étaient occupés à boire avec avidité, entassés pêle-mêle dans le lit encaissé du fleuve. Le fait est remarquable, les écrits théoriques sur la guerre ratent bien souvent la dimension réelle de leur sujet. Alors même qu'il est question de position, de terrain, d'alliés, d'ennemis, de stratégie et de violence, il est toujours difficile à la lecture de se figurer la scène en acte dans sa tête, comme si le conflit n'avait rien de réel tant qu'il n'avait pas eu lieu ou tant qu'on ne l'avait pas vécu. Clausewitz et sa théorie du combat ou son traité de la guerre, mais aussi les textes du droit de la guerre comme ceux de Grotius et Rousseau, ou ceux encore qui portent sur une métaphysique de la guerre, par exemple ceux d'Hegel, peu d'entre eux permettent aux lecteurs de se mettre en situation. Mais pourquoi ? Faut-il penser que ces auteurs ont renoncé à parler réellement de la guerre tant sa violence est indicible, ou faut-il se dire que la guerre, comme n'importe quel objet de pensée, doit renoncer à son incarnation multiple et variée pour être conceptualisée ? Il existe pourtant d'autres textes et une autre voie, comme je le disais, et comme on l'a entendu, celle qui raconte la guerre sans renoncer à son concept. C'est le cas de l'historien athénien Thucydide, à qui l'on doit un récit de la guerre du Péloponnèse, sans sentimentalisme, mais avec sentiment et psychologie, sans thèse, mais avec analyse et questions stratégiques, logistiques et politiques. Et c'est aussi le cas d'un autre théoricien de la guerre bien connu, Sun Tzu. Remporter les victoires par le moyen des combats a été regardé de tout temps par l'univers entier comme quelque chose de bon. Mais, j'ose vous le dire, c'est encore ici où ce qui est au-dessus du bon est souvent pire que le mauvais. Prédire une victoire que l'homme ordinaire peut prévoir et être appelé universellement expert n'est pas le sommet de l'habileté guerrière. Les habiles guerriers ne trouvent pas plus de difficultés dans les combats. Ils font en sorte de remporter la bataille après avoir créé les conditions appropriées. Ils ont tout prévu. Ils ont paré de leur part à toutes les éventualités. Ils savent la situation des ennemis, ils connaissent leurs forces et n'ignorent point ce qu'ils peuvent faire et jusqu'où ils peuvent aller. La victoire est une suite naturelle de leur savoir.
Avec l'art de la guerre, Sun Tzu, 5 siècles avant Jésus-Christ, est le premier à proposer un traité de stratégie guerrière. De la même manière que Thucydide, quoique plus directement théorique, on y trouve des descriptions, des narrations, des exemples de situations de conflit et des conseils. Art en bonne et due forme, on y trouve de quoi pratiquer et conceptualiser la guerre sous toutes ses formes. Alors qu'est-ce que la guerre ? Eh bien certains diront un conflit armé entre 2 territoires ennemis, mais d'autres diront que c'est un état conflictuel qui dépasse largement le cadre militaire. Et c'est ainsi qu'ils liront Sun Tzu pour l'appliquer dans leur vie sociale. Et il y a de quoi, puisqu'ils sont traités, entre autres, les principes de l'adaptation, de l'initiative ou de la bonne appréciation d'une situation. À côté de ces 2 textes, j'ajouterai celui moins connu de Guy Gouzy, surnommé le maître de la vallée du diable, qui a formé au IVe siècle avant Jésus-Christ les plus grands stratèges chinois. Son livre, c'est l'art de la persuasion. En 5 parties, Guy Gouzy nous dit comment diviser et rassembler, sonder ou effleurer. Mais il nous donne aussi la méthode de l'ours accroupi pour diffuser la puissance, ou celle du rapace pour déployer. Beau à lire, il n'en est pas moins concret et abstrait, donnant autant d'éclairage sur le sens d'une décision que sur les principes de l'unité ou de l'âme. Je vous rappelle le titre de ces 3 livres, Sun Tzu, l'art de la guerre, Guy Gouzy, l'art de la persuasion et enfin Thucydide de la guerre. Les 3 sont aux éditions Payot et Rivage. Merci beaucoup Géraldine, votre chronique est à réécouter en ligne sur le site du Journal de la Philo. Merci à l'équipe des Chemins de la Philosophie, Anaïs Isbert qui a préparé cette émission avec Colomba Grossi, Isis Jourda, Géraldine Mosna-Savoie, Elsa Le Saulnier et Thomas Beau qui réalisent cette semaine. À la prise de son aujourd'hui, c'était Stéphane Touvenin. On se retrouve demain pour la suite de notre série sur Miyazaki. Demain, nous serons en compagnie de Sébastien Bénédicte. Nous parlerons de Princesse Mononoke. Demain donc, nous continuerons de philosopher avec Miyazaki. Mais d'ici là, pour réécouter cette émission ainsi que les précédentes sur Miyazaki, c'est très simple, vous vous rendez sur France Culture, le site de France Culture, à la page des Chemins de la Philosophie. Vous pouvez réécouter chaque émission en ligne, mais aussi la télécharger, la podcaster pour l'écouter où vous voulez et quand vous voulez. On vous donne rendez-vous également sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter, autant de façons de nous joindre et de nous laisser vos commentaires. On se retrouve demain à 10h. D'ici là, restez à l'écoute sur France Culture.